Eh bien bonjour et bienvenue dans la libre antenne de Radio People, la libre antenne en direct du Grand Hôtel des Bains ici à Yverdon et son restaurant La Rotonde qui vous accueille avec une carte toujours de mets délicieux. On est dans un cadre extrêmement sympathique en partenariat. Et puis ce soir c'est la libre antenne avec le sujet du cancer de l'enfant qui est un sujet compliqué, difficile, mais que j'ai voulu qu'on aborde parce que on est au mois de décembre et puis à la fin décembre c'est Noël, c'est des cadeaux, c'est des rires, des sourires, et puis il y a d'autres situations qui sont beaucoup plus compliquées que ça, qui sont beaucoup plus difficiles, et j'avais envie de mettre l'accent et de mettre surtout de l'éclairage et de la lumière sur le cancer de l'enfant et Zoé for Life, cette association magnifique. Donc ce soir, autour de moi, il est rédacteur en chef de Téléclub et parrain de Zoé for Life. Bonjour Mike Pérez. Bonjour Phil, bonjour à tous. Il est le fils d'Anne, qui est membre du comité de Zoé for Life, en rémission d'un cancer détecté à l'âge de 3 ans. Il a maintenant 17 ans. Bonjour Samuel. Bonjour. C'est le frère de Robin, diagnostiqué d'un cancer actuellement en rémission. Bonjour Naël. Bonjour. Le père de Robin et beau-père de Naël. Bonjour Florian. Bonjour. Et puis, elle est assistante sociale auprès du service conseil et soutien de la Ligue vaudoise contre le cancer. C'est forcément une personne sympathique parce qu'elle est originaire des Franches-Montagnes. Bonjour Audrey Brossard. Bonjour. Je vais vous appeler Audrey ce soir. Je crois que ça va mieux aller. Et puis, Robin, je peux avoir le livre ? Merci. Merci beaucoup. Et puis, j'ai évidemment voilà ce livre-là que j'espère beaucoup de personnes ont lu ou liront. C'est La leçon de Zoé aux éditions Favre, ce livre qui est un livre bouleversant, qui m'a bouleversé puis qui me bouleverse malgré que je connaisse la famille Guignard depuis un moment, mais c'est vraiment une réalité avec des joies, des peines, avec aussi des extraordinaires moments de bonheur. Et puis dans ce livre, eh bien, il y a même que lorsque nous traversons de terribles épreuves, il y a toujours de bons moments, signés de la main de la maman de Zoé. Zoé Guignard qui est née le 28 octobre 2008. Zoé qui veut dire en grec la vie, et puis neuroblastome qui veut dire en français l'horreur absolue. Nathalie Guignard. Bonjour Nathalie. Bonjour. On est bientôt 10 ans plus tard que la naissance de Zoé. Quand on attend un enfant, quand un enfant naît, c'est un moment de bonheur extraordinaire pour la famille, mais finalement ça devrait être un moment, comme il en existe beaucoup, un moment très important dans la vie des familles, mais qui se passe au quotidien de nombreuses fois. Et puis toi, dans ton cas, le destin, la vie, on a voulu autrement. Oui, c'est vrai que ça fera 10 ans l'année prochaine. La vie est pas toujours, ça se passe pas toujours comme on espère, comme on le prévoit. Et puis, malgré tout, on a passé. Malgré tout, je pense qu'on peut dire qu'on a été chanceux de pouvoir partager toutes ces années avec Zoé. Il y a eu 5 ans, et puis l'envie de rire, de sourire, d'aller nager avec un dauphin, et puis après, il y a eu aussi une envie de vous. Pourquoi, on va dire, écrire un blog à partir des 3 mois de vie de Zoé? Pourquoi continuer? Pourquoi, après, continuer encore plus fort et puis en arriver aujourd'hui à l'aide extraordinaire, avec une association extraordinaire, avec des centaines de milliers de francs qui ont été récoltés et qui ont été promis au soutien aux familles de ces enfants qui sont malades. Pourquoi tout ça ? Déjà, le blog, je pense que quand on arrive dans ce milieu du cancer de l'enfant, on passe un temps fou à l'hôpital, à courir partout, se partager entre les enfants qui sont à la maison, celui qui est à l'hôpital. Et puis, on passe beaucoup de temps à recevoir, à essayer de répondre à tous les messages qu'on reçoit. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais je passe plus de temps au téléphone, en rentrant de l'hôpital, à expliquer à tout le monde la même chose. Donc, au départ, c'était ça. C'était de pouvoir donner des nouvelles à qui avait envie d'en prendre, plutôt que de faire des messages ou de téléphoner pendant des heures. Donc, au départ, c'était vraiment ça. C'était vraiment le but premier, de pouvoir informer les gens qui nous connaissaient de la situation. Et puis, petit à petit, c'est vrai que c'est devenu une façon pour moi d'extérioriser un peu ce que je vivais, ce que je ressentais. Et puis le souhait de cette association, c'est vrai qu'après le décès de Zoé, ça a été la décision a été assez vite prise entre
certains membres du comité, en l'occurrence aussi mon mari et Lana, de continuer pour les autres. Il y avait eu un tel élan de solidarité pour nous, il n'y avait pas de raison que ce soit que pour nous et que ça s'arrête là. Je pense que c'est vrai que notre histoire avait été très médiatisée, mais on est de loin la seule famille à qui ça arrive, et puis je pense que c'était important de pouvoir continuer d'être là pour les autres, ayant vécu la maladie et ayant vécu ces hospitalisations. On savait aussi les aides qui étaient déjà en place et les lacunes là où on pouvait encore faire quelque chose, et c'est vrai que c'était ce souhait de continuer l'association. C'était aussi une prise de conscience par rapport justement à ce que vous aviez vécu, en disant qu'au niveau de l'encadrement, au niveau des assurances, au niveau des moyens financiers, malgré qu'on était en Suisse, il y avait pas mal de choses qui auraient pu être améliorées ou différentes. Le problème, c'est que vous avez droit à 3 jours de congé pour être auprès de votre enfant qui est malade. Donc, quand les traitements durent des mois, voire des années, à un moment donné, les choix, ils font faire. Donc, c'est soit on arrive à trouver des arrangements avec son employeur, mais ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est vrai que c'est... on a la chance, voilà, à l'hôpital, il y a des assistantes sociales. Audrey est là ce soir, justement, de la Ligue vaudoise contre le cancer au CHUV. Et puis au HUG, il y en a aussi qui font partie de l'hôpital. Et c'est vrai que c'est ces personnes-là qui savent vraiment comment on peut trouver différentes aides auprès des associations et puis aux aides auxquelles on a droit. Mais les moyens financiers, à un moment donné, c'est vite un problème. Même si on n'arrête pas forcément de travailler tout de suite, souvent les parents, Audrey sera mieux placée pour en parler, mais on n'habite pas tous à 10 minutes du CHUV non plus. Il y a beaucoup de kilomètres, beaucoup de trajets. Les hospitalisations, c'est pas juste pour 2 semaines, c'est long. Et souvent, il faut changer d'hôpital aussi. Donc, ça, c'est un des gros problèmes. Je pense le manque de congé parental fait déjà quelque chose de... C'est déjà un gros problème en soi qui a des répercussions après sur le reste, sur la vie de famille surtout. Audrey, justement, moi, j'aimerais comprendre, quel est ton travail? Si tu devrais définir ton travail. Si je devais définir mon travail en quelques mots? En beaucoup de mots. Alors je dirais la première chose, c'est de veiller à ce que tout ce qui est hors maladie, donc organisation, se déroule au mieux pour les familles. Ça veut dire, la première chose, ça va être où ils dorment quand ils arrivent à l'hôpital, est-ce qu'ils ont à manger et où est-ce qu'ils parquent. Donc veiller à ces 3 choses. Le reste, on va dans un deuxième temps parce qu'ils ont déjà tellement de nouvelles à emmagasiner que c'est trop. Ensuite, ça va être la première chose, organisation familiale et le travail. Donc, comme disait Nathalie, légalement, les parents ont droit à 3 jours de congé pour un enfant malade, et c'est 3 jours, en fait, maximum, le temps de s'organiser pour trouver une solution de garde. L'hôpital étant une solution de garde. Donc voilà, un parent, est-ce qu'on peut lui demander de laisser son enfant atteint de cancer à l'hôpital ? Personnellement, je ne pense pas. Les médecins non plus, vu qu'ils demandent à ce que les parents soient auprès de l'enfant. Donc voilà, ça va être un gros problème, c'est comment s'organiser avec son travail. Les employeurs, dans la majorité des cas, sont très compréhensifs, mais ils ont aussi une boîte à faire tourner. Ils peuvent être aussi compréhensifs qu'ils veulent, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc ça va être aider les parents à trouver des solutions, à aider à trouver des moyens financiers également. Mais de nouveau, sur un court terme, c'est encore assez simple. Sur la durée, ça devient compliqué et ça demande une réorganisation familiale. C'est une bombe qui s'abat sur ces familles qui n'étaient pas prévues, on n'est pas compétent, on n'a pas rien, ça tombe, c'est le choc, c'est de l'émotion, c'est tout ça. Comment on arrive à s'occuper, à encadrer, à conseiller, à diriger, à orienter? On y arrive parce que justement on a une toute petite marge de pouvoir, je dirais, de soutien, et puis voilà, on y va, on les accompagne et ils nous portent, les enfants nous portent, les familles nous portent, et nous ce qu'on peut amener, c'est encourageant pour nous. On espère qu'on les aide et qu'ils apprécient, mais voilà, c'est vraiment pouvoir avancer et pouvoir les soutenir. Mike, tu es parent de l'association. Parrain de l'association. Être parrain d'une association, c'est une forme de responsabilité morale, d'engagement. Comment tu as rencontré les Guignards et comment tu t'es dit,
Alors les Guignards, ça commence à devenir une vieille histoire. En fait, je suis tombé sur le fameux blog à Nathalie par hasard, parce que j'avais aussi vu une fois un article dans un journal, je crois que c'était La Côte, sauf erreur, ou quelque chose comme ça, qui mentionnait ce blog et ce combat. Donc je suis tombé un peu par hasard dessus. Après, il se trouve qu'on a des connaissances communes qui m'avaient dit je connais une famille qui a un enfant qui a un cancer, mais voilà, moi ça me parlait pas plus que ça à ce moment-là. Je dis ok, voilà quoi. Je suis pas allé chercher plus loin, puis voilà. Mais puis j'ai continué à suivre le blog de Nathalie. Je le suivais de manière assez régulière finalement, puisque à chaque publication je lisais ce qu'elle écrivait. Et puis, moi, j'imagine comme tout le monde, comme tous ceux qui ont pu tomber sur ce blog, j'ai tout de suite été marqué, frappé, touché par non seulement l'histoire de Zoé, mais aussi par la manière dont Nathalie racontait l'histoire. Et puis moi j'ai eu un déclic, c'est simplement quand Nathalie a écrit que c'était l'espoir de la dernière chance était loin, était parti, et qu'il n'y avait plus rien à faire pour Zoé. Et ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé. Je me suis dit c'est pas possible qu'on puisse pas faire quelque chose pour un enfant comme ça. Et à l'époque, je travaillais pour le Lausanne Hockey Club. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a peut-être matière à faire quelque chose pour monter une opération, enfin, trouver une idée pour venir en aide et puis aider finalement Zoé à réaliser son dernier rêve, puisque Nathalie mentionnait déjà à cette époque-là, effectivement, le rêve de Zoé d'aller nager d'aller voir Winter. Puis c'est comme ça que j'ai pris contact avec la famille, que je les ai rencontrés une première fois, juste avant qu'ils ne partent pour la Floride. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Zoé une seule fois. C'était court, mais très intense, et je garde toujours ce souvenir. Je la vois toujours. Et voilà. Puis après, on a gardé contact. On a quand même monté des opérations avec le Lausanne Hockey Club. On a fait des choses que moi je pensais impensables, justement. Et puis voilà, on a réussi aussi à drainer un élan de solidarité autour de Zoé et de la famille dans le cadre du Lausanne Hockey Club. On avait fait des choses qui étaient très marquantes et qui, moi, m'avaient beaucoup marqué. Et puis, suite à ça, quand la famille décide de poursuivre l'association, j'ai gardé contact. Dans un premier temps, j'aurais bientôt tout fait dans cette association. J'ai fait comité consultatif dans un premier temps. Après, Nathalie a su trouver les mots pour me convaincre de faire partie du comité exécutif, ce que j'ai accepté. Le seul problème, c'est que ça demandait beaucoup de temps et d'investissement, ce que j'ai pu faire pendant un certain temps. Puis après, avec mes changements professionnels aussi, ça devenait trop compliqué pour moi de tout concilier. Et puis la seule manière pour moi de rester quand même au sein de l'association, parce que j'y tenais, et je crois que Nathalie tenait aussi à ce que je reste au sein de l'association, c'était effectivement d'endosser ce rôle de parrain. Alors voilà, moi je l'ai accepté, c'est un rôle qui me permet déjà toujours de rester au contact de l'association, ça c'est déjà la première chose. Et puis c'est vrai que très modestement, ma petite notoriété me permet de faire connaître un peu l'association, d'avoir des 2-3 contacts qui permettent parfois de faciliter certaines choses. Donc le but il est là. Je suis toujours aussi sensible évidemment à tout ce que fait l'association, et je suis le premier à encourager les gens quand ils me demandent est-ce que toi qui connais un peu des gens comme ça dans ce milieu-là, comment est-ce qu'on peut les aider aussi, ou voilà, c'est une sorte de rôle d'ambassadeur, et ça me permet aussi de parler de cette association. Et beaucoup de gens m'en parlent aussi, ils me disent j'ai vu que tu étais parrain de l'association, ou que tu postais des choses sur Facebook ou autre en lien avec l'association, et c'est une manière aussi pour moi de la faire connaître, et d'essayer de sensibiliser les gens, parce que c'est pas tout de faire connaître l'association, il y a un but là derrière évidemment, et c'est de sensibiliser les gens au cancer de l'enfant, à la problématique
non seulement de la logistique ou autre dont Nathalie et Audrey viennent de parler, mais aussi de la recherche et tout ce qui va avec. Il y a une marraine aussi, l'ancienne Miss Suisse, Whitney Toyloy. Tu n'as pas été au casting pour la marraine, non? Non. On m'a pas demandé mon avis, mais c'est pas une source de motivation supplémentaire. Non. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois qu'elle a d'abord demandé à Whitney, puis après elle m'a demandé à moi. Donc voilà. J'ai pas eu besoin d'adouber. Qu'est-ce qui fait que Nathalie, que le destin de Nathalie, Raphaël, Zoé et Lana, qu'est-ce qui fait que ça résonne autant, ça a autant un écho de par les écrits aussi, le livre, le blog, les actions, les opérations, tout cet argent récolté, cet immense engouement populaire. Moi, je me souviens, tu parlais du Lausanne Hockey Club, je me souviens l'engagement d'un match qui a été fait, où tout le public se lève et on a l'impression tout le monde connaît les Guignards. Enfin, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Comment ça s'est passé, ça, à ton avis, cet écho médiatique, cet écho de sympathie, cet élan extraordinaire? Je pense que ça touche tous les gens. Enfin, je veux dire, si quelqu'un reste insensible et de marbre face à la maladie d'un enfant, c'est qu'il y a un souci. Donc, la plupart d'entre nous, on est parents. Donc, on se dit, nous, on a la chance, effectivement, d'avoir un enfant en bonne santé. Donc, on est déjà bien heureux comme ça. Donc, on est forcément touché par ce genre de maladie parce qu'on se dit que ça aurait pu aussi tomber sur nous, quoi. Et puis après, même si on n'est pas parent, je pense qu'on ne peut pas rester justement insensible à la maladie d'un enfant, quel qu'il soit, quelque maladie que ce soit. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens, finalement, sont sensibles à ça et sont touchés par ces histoires, par ces récits, et que ce soit des histoires vraies ou pas vraies, quoi. On peut regarder un film à la télé, ça peut être de la pure science-fiction, mais si dans ce film on raconte l'histoire d'un enfant qui est malade et qui décédera, ça va nous rendre tristes forcément. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tellement sensible, mais quand je dis sensible, c'est au sens vraiment émotif du terme, qu'on ne peut que vouloir soutenir ce genre de cause et ce genre d'association en l'occurrence. Samuel, toi tu es le fils d'Anne qui est membre du comité de Zoé for Life. Toi, on t'a détecté un cancer à l'âge de 3 ans, tu as maintenant 17 ans, donc on dit un mot, rémission. Comment tu as vécu tes souvenirs les plus lointains par rapport à la maladie? Comment ça résonne en toi aujourd'hui, cette maladie qui arrive à un moment donné dans ta vie et puis avec laquelle tu n'as rien demandé mais tu dois composer, faire avec et même encore maintenant? Alors, j'ai pas vraiment de souvenirs les plus lointains parce que c'était vraiment à l'âge de 3 ans. Mais maintenant, bien sûr, j'ai des séquelles à long terme, par exemple pour rattraper des jeux de balle ou encore la concentration, encore maintenant de l'équilibre. Je crois que c'est tout. Ouais. Toi, aujourd'hui, ce mot rémission, ça veut dire quoi pour toi? Quelle serait la définition que tu donnerais? Alors pour moi, rémission, c'est un peu être fini quand même, ce qui n'est pas tout à fait l'avis des médecins. Mais pour moi, c'est être guéri et continuer une vie normale. Donc travailler mes points faibles, par exemple comme la concentration ou autre chose. Ou aussi grâce au sport universitaire de Pastèque, j'ai réussi à améliorer par exemple les rattrapages de balles, l'équilibre et d'autres choses. C'est quoi, Pastèque? Alors, pastèque, c'est... Moi, je connais la pastèque sur la table, quand on coupe en morceaux, puis qu'on mange. Puis non, c'est pas ça? On se lance pas des pastèques? Non, c'est pas ça. Alors, si je me trompe pas, pastèque, c'est le programme thérapeutique pour les enfants atteints d'un cancer. Et puis, du coup, on se retrouve chaque 2 semaines à l'Université de Lausanne pour justement découvrir un sport où les coachs ils vont vraiment nous pousser jusqu'à qu'on arrive. Jusqu'à qu'on réussisse à faire les choses qu'on n'arrive pas. Donc à un peu combler nos faiblesses. Les choses que tu dis justement,
combler ses faiblesses, donc être coaché, être encadré. Maintenant, tu l'es. Tu l'as pas toujours été. C'est plus facile maintenant, vu que tu as grandi. Alors pour le sport, oui, mais par exemple, au niveau professionnel ou insertion comme professionnelle, c'est un peu compliqué. Parce que souvent, le mot cancer, en tout cas, j'ai remarqué que les gens, ça leur fait peur. Malheureusement, et pour certaines choses, par exemple pour un employeur, je veux commencer un apprentissage à la rentrée de l'année prochaine, et ben justement, si je le dis, des fois ça peut mettre un peu ma candidature de côté et laisser la place à quelqu'un qui n'a pas eu de cancer. Des fois, on a envie de le cacher. On a envie de pas le dire. Moi, je le dis pas forcément. Et je trouve que ça choque beaucoup de monde quand on le dit. Parce que moi, je suis quelqu'un... Ouais, on dirait pas, je fais les mêmes choses que les autres. Et par exemple, encore aujourd'hui, je fais un stage et je dis à une éducatrice que j'avais un cancer. Et justement, ça l'a un peu choquée, entre guillemets, parce qu'elle savait pas, elle s'attendait pas à qu'une personne comme moi, qu'on dirait pas physiquement qui a eu un cancer, pour elle, ça l'a un peu bouleversée, choquée. Moi, je trouve que tu es un beau jeune homme comme ça, et que tu parles très bien, et que c'est magnifique. Nathalie, si on rebondit sur les propos de Samuel, de dire que... Il a très bien expliqué, c'était juste le PASTEC, c'est justement une étude qui avait été, que Zoe for Life avait financée, c'était justement pour mesurer si le sport avait des effets bénéfiques sur les enfants atteints de cancer. Donc l'idée, c'était de proposer aux enfants pendant leur traitement une activité sportive pendant leur traitement, et après aussi une activité sportive thérapeutique encadrée par des professionnels. Et puis donc à l'université de Lausanne, en collaboration avec l'université de Lausanne et puis le CHUV. Et puis c'est un programme maintenant qui continue. L'étude, elle a été finalisée au bout d'une année, et puis le programme continue. Donc les enfants peuvent rejoindre l'équipe, et puis ils font des activités sportives adaptées à chaque enfant, justement pour pouvoir leur redonner confiance en eux. Ça apporte quand même beaucoup de... Semble-t-il que les enfants, en tout cas, aiment beaucoup. C'est vrai que ça fait du bien d'être comme ça, d'être encadré, et puis de faire du sport, et puis d'y aller, et puis de vivre la vie, quoi. Ouais, ça fait du bien. Moi, j'aime bien aussi aller chaque 2 semaines à PASTEC, parce que ça me fait du bien, et ça nous montre qu'on n'est pas tout seul à avoir aussi un cancer ou eu un cancer dans mon cas, et qu'on peut toujours les travailler, et que voilà. Audrey, quand Samuel dit j'ai dit à la personne que j'avais un cancer et elle était très choquée, avoir la compétence de recevoir l'information, gérer l'information, et bien se comporter vis-à-vis de ça, il faut quand même des sacrées compétences par rapport au grand public. On peut le comprendre, ça ? Oui, on peut le comprendre. Après, il y a des gens qui sont mieux équipés que d'autres, je dirais. Ça ne dépend pas de ce qu'on a vécu, c'est vraiment... Voilà, des gens ont cette sensibilité-là, arrivent à accueillir une nouvelle comme ça, et pour d'autres, c'est choquant. C'est choquant, et c'est vrai que, comme disait Samuel, une fois que le traitement est fini, les gens pensent qu'on n'est plus malade. On a de nouveau les cheveux. Du moment que les cheveux sont là, la maladie n'est plus. Oui, alors c'est pas une généralité, les cheveux. Je suis un exemple que voilà. Mais... Non, et surtout c'est pas ça. C'est vraiment la maladie. Même si l'enfant est en rémission, il y a encore des séquelles. Il y a quand même à moyen long terme, des problèmes de concentration, d'angoisse qui peuvent survenir et rendre le parcours scolaire difficile. Et il y a des enseignants qui sont très très bien avec ça. Et pour d'autres, c'est plus difficile. Mais ça veut dire chaque année, chaque changement d'enseignant, il faut aller redire le vécu de l'enfant. Et l'enfant n'a pas toujours envie. T'as pas toujours envie, Robin ?
Je sais pas. Quel âge tu as? 7 ans et demi. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu entends ce soir? Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens ici? Ils racontent des trucs de Zoé, de Pastèque, de comment ils sont arrivés dans l'association de Zoé. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Que c'était très bien, que Samuel t'a très bien dit. C'était très bien. C'était très bien. Naël, toi, tu es le frère de Robin. Et comment on vit ça en tant que grand frère, tous les jours? Comment ça se passe, ça? Raconte-moi un peu. En fait, au début, c'était un peu compliqué. L'information est dure à encaisser. Mais après, je me suis dit, faut pas être négatif. En fait, faut toujours être positif et puis se dire, non, mais de toute façon, il va guérir et tout. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis toujours dit, non, il va guérir. Et puis, il n'y a pas moyen que le cancer gagne, quoi. Comment on fait quand on est grand frère? On a une attention particulière, on joue différemment, on joue plus, on s'occupe plus, ou bien de temps en temps on tire des coups de pied quand même, comme tous les grands frères? Quand il est trop agaçant? Alors, je vais pas dire que j'ai que parce qu'il était malade j'ai été plus doux. On va dire, c'est surtout il m'a plus pendant son traitement, il y a beaucoup de moments il m'a énervé et tout, mais sinon je l'aime toujours autant et puis j'ai fait comme d'habitude. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Je voulais dire qu'il m'aime bien. C'est vrai que tu l'aimes bien. Oui, voilà, alors on l'a dit. Florian, papa de Robin et beau-père de Naël. Florian, la vie avec des enfants qui vont bien puis un peu moins. Donc comment en tant que papa on trouve sa place, on agit, on fait, comment ça se passe? On improvise. Je crois qu'il n'y a pas tellement de choix, il n'y a pas tellement de réflexion et de planification possible. On fait au fur et à mesure des besoins. C'est la tête dans le guidon, c'est non-stop. À quel moment tu entends parler de Zoé for Life? Bonne question. Je pourrais pas dire la première plutôt fois. Plutôt assez rapidement, plutôt tard, plutôt. Ça aurait été via les assistantes sociales, donc la Ligue vaudoise à l'hôpital. Je pense qu'on a été mis en contact. Probablement la première chose concrète, c'est le Kenji, là, les perles de courage. Oui, je pense que ça doit être ça, donc. C'est vrai qu'ils sont d'abord en contact avec les assistantes sociales de la Ligue vaudoise, donc c'est oui, elles qui sont qui font tout le présentes travail. au CHUV, voilà, oui. Donc, je pense que mon premier souvenir, c'est le Flyers avec les grandes lunettes de Zoé, voilà. Mais concrètement, c'est les perles de courage, le Kenji, qui concrètement. Donc, on va en parler alors, parce que ça c'est extraordinaire. Non, le livre j'ai pas besoin, pas pour l'instant. J'ai demandé à Nathalie peut-être. Voilà. Alors ça faut expliquer. Voilà, c'est. En fait, c'est un projet de la Ligue vaudoise contre le cancer, donc ce serait plutôt Audrey qui devrait en parler, mais je vais lui passer la parole après, mais elle va pouvoir mieux expliquer, mais je vais expliquer le début. La Ligue vaudoise contre le cancer a mis en place donc un programme des perles du courage qui s'appelle Kenji, et puis les enfants reçoivent la perle de la Ligue vaudoise contre le cancer, leur prénom, et la perle du courage. Et puis après, chaque soin, chaque étape du traitement représente une perle spécifique. Alors, ce sont justement les assistantes sociales de la Ligue vaudoise contre le cancer qui distribuent les perles à chaque enfant. Et Zoé for Life finance les perles. Donc, on a un partenariat, la Ligue vaudoise contre le cancer et Zoé for Life. Et puis, c'est vrai que nous, on est ravis de pouvoir collaborer avec ce très beau programme parce que nous, on n'est pas à l'hôpital, donc on ne voit pas
comment dire, l'effet que ça a sur les enfants, mais on a des retours de Véronique, de Audrey, des assistantes sociales justement qui sont ravies de pouvoir distribuer ces perles. Et puis c'est Véronique qui ouvre les perles apparemment. Oui. Alors viens voir Robin, tu vas pouvoir donner à Audrey. Je précise donc qu'on est deux assistantes sociales de la Ligue vaudoise contre le cancer en pédiatrie et Véronique Menachon, donc Véronique qui donnait les perles à Robin. Voilà. En fait, les deux assistantes sociales sont mamans à peu près 3500 fois par année. Un peu. 250 fois. Voilà, ouais. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui est né aux Pays-Bas. Donc moi, non, garde-le. Oui, mais il est lourd. C'est juste que, mets-le comme ça. Non, mais moi, c'est juste ce début après le prénom. C'est juste ça qui m'a, voilà. Parce que je connaissais pas et j'ai découvert. C'est extraordinaire ça. Et bien heureusement, j'ai une responsable qui vient des Pays-Bas qui a découvert ce projet, qui a décidé qui a voulu l'implanter dans le canton de Vaud. Et grâce à Zoe for Life qui donc subventionne chaque perle, on a pu mettre ce projet en place d'abord au CHUV, ensuite c'est arrivé aussi au HUG et avec un peu de chance, ça arrivera au Tessin. Et en fait, le but est que chaque perle, chaque fois que l'enfant a un acte médical ou infirmier, il a le droit à une perle. L'idée, on pourrait détailler par rapport aux couleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, donc, il a commencé par quoi? Donc, Robin, il est arrivé, il a commencé par, ça devait être un scanner, donc soit une radiographie, soit un scanner, une prise de sang. Ensuite, on lui a posé un cathéter. Radiographie, t'as eu, d'accord. Ensuite, il a une ponction de moelle. Il a eu ensuite des médicaments par la bouche, une sédation, une hospitalisation en urgence, la pose d'une sonde. Je ne vais pas tout montrer parce que pas tout. Mais l'émission ne sera pas assez longue. Robin a 7 ans et demi et le collier fait 13 mètres, c'est ça? Plus de 13 mètres? 50 perles à peu près. Oui. Excusez-moi cette question un peu à 20 centimes, parce que je ne connaissais pas du tout et je l'ai découvert aujourd'hui. Quelle importance ça a de visualiser, formaliser, mettre tout ça à la suite et puis de pouvoir le visualiser, Florian? Si je peux me permettre. C'est extraordinaire d'un point de vue pédagogique. Exactement, comme dit Robin, ça permet vraiment de visualiser et de conceptualiser le parcours de l'enfant. On parlait des maîtresses tout à l'heure. Ça devient beaucoup plus parlant quand on prend ce collier et on montre aux maîtresses. Voilà. Ça, c'est ce qu'a vécu mon fils au cours des 2 dernières années. C'est 800 actes médicaux, etc. Tout de suite, il y a... c'est plus concret. J'ai envie de dire, c'est le minimum. L'expression veut bien dire ce que. Voilà. Moi, quand on voit, on se rend pas compte. Enfin, je veux dire, on se rend pas du tout compte en étant hors concerné au premier chef. Toutes ces perles et on se dit, il y a 13 mètres à 7 ans et demi. Waouh. Donc, c'est très parlant, d'un point de vue pédagogique, pour expliquer aux gens dans quel enfer Robin est passé. Et puis, c'est une source de fierté pour lui. Il est très fier de montrer son collier, de le prêter à Nathalie par exemple, pour aller expliquer à d'autres enfants. C'est sa mémoire. On peut vraiment refaire son parcours, peut-être pas au jour le jour, mais pas loin. Donc c'est quelque chose de très important pour lui, quoi. Mais ça raconte leur histoire en fait. C'est comme la maman de Robin et Florian le disait, ça raconte leur histoire. Et ça, je pense que j'avais rencontré une jeune adolescente, c'était... le moyen pour elle de se souvenir ce qu'elle avait eu comme traitement à quel moment. Et elle suivait son kanji, son collier, et elle se remémorait comme ça les différentes étapes de sa maladie. Après, c'est vrai que c'est Audrey qui est plus amenée à aller voir vraiment... moi, j'ai juste eu Robin qui me prête volontiers, qui me prête son collier. Je suis très contente d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plutôt Audrey qui voit aussi l'effet aussi que ça a aussi chez les grands. C'est ça aussi, c'est pas seulement chez les petits. Le collier, le kanji est proposé donc à tous les enfants atteints de cancer, qu'ils soient bébés, là on propose plutôt aux parents, ou adolescents. Et c'est vrai que il y a des beaux moments comme un adolescent qui avait refusé, qui voulait pas parce que c'était un truc pour petits.
Et en fait, il a eu un plus petit qui partageait sa chambre et c'est le petit qui a commencé à lui montrer son collier, ce que voulait dire chaque perle. Et il a trouvé ça super et maintenant il a un magnifique collier aussi. Après, chacun se l'approprie différemment. Pour certains, ils savent que cette partie du collier, ils vont la faire chaque fois qu'ils vont commencer la chimio. Et les parents peuvent dire, on a déjà eu une perle, 2, on a bientôt fini. D'autres, ça va être leur histoire, et à des étapes d'âge aussi différentes. Mais en général, ils sont assez contents de venir chercher leur perle. Quand vous êtes arrivés ce soir, j'ai envie de dire toutes et tous, et les personnes qui sont aussi dans la salle, tout le monde se salue, j'ai envie de dire tout le monde se tutoie, tout le monde se fait la bise, on est un peu une grande famille. Comment on fait pour devenir membre de cette famille, on va dire, quand on se trouve dans la peine et que c'est subi et que qu'on est totalement démunis et autres, et puis qu'on se dit comment je vais faire, comment on va faire, comme tu l'expliquais, Florian, c'est-à-dire ça vous tombe sur la figure et puis on fait le nez dans le guidon du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Est-ce qu'il y a aussi un message de Zoé for Life pour dire, et évidemment de la Ligue vaudoise contre le cancer, pour dire qu'il y a quelque chose qui existe, qu'on peut directement et qu'on peut gagner un peu de temps, pas au point de vue de la maladie, mais au point de vue de l'encadrement et de savoir ce qu'on peut faire le mieux possible et le plus vite possible pour gagner du temps. Nathalie. Alors, on va faire comme ça. Quand personne ne répond, c'est toi qui réponds. Ça va être formidable. Voilà. Ça va être formidable. Mais je pense que cette famille, après, c'est des questions d'affinité aussi. C'est vrai que Zoé for Life, nous, on n'est pas à l'hôpital. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de simplifier le travail du personnel médical, des assistantes sociales. Donc, on se repose, je dirais, beaucoup. Mais c'est une belle collaboration qu'on a avec les assistantes sociales, tant au HUG qu'au CHUV. Donc, toutes les demandes de soutien passent par les assistantes sociales. Et puis, voilà, les familles reçoivent notre soutien financier. Donc, c'est un soutien financier qu'on fait. On leur envoie un petit mot avec un petit bon. Et puis, parfois, il y a des familles qui ont envie de prendre contact avec nous, d'autres pas. Pour nous, il y a rien, on n'attend rien en retour. Donc pour nous, voilà, notre travail, il est fait à ce niveau-là. Les assistantes sociales, c'est des situations particulières. Elles savent qu'on peut étudier toutes les situations. Mais je pense que les familles entre elles se retrouvent à un moment donné bien précis. Peut-être que Florian aura un autre avis, mais bon, ça date un petit peu maintenant. Mais moi, je trouvais que quand on a un enfant qui est en traitement pour un cancer, on n'a pas forcément envie d'avoir en face de nous la maman dont l'enfant est en fin de vie. On n'a pas forcément non plus envie d'avoir celle dont l'enfant est guéri parce que nous, on ne sait pas forcément où ça va aller. Puis finalement, on se retrouve, en tout cas c'était pour mon expérience personnelle, j'avais plutôt envie de me retrouver avec des parents qui étaient aussi en plein traitement en même temps que nous. Et puis après, c'est vrai qu'on prend des fois des chemins différents. Après, il y a des affinités et puis je pense que c'est vrai qu'on passe tellement de temps dans ces couloirs de l'hôpital que quand vous avez d'autres familles qui passent en même temps, enfin autant de temps dans les mêmes moments, inévitablement, c'est pas si grand que ça le 11e. Donc on se regarde un peu du coin de l'œil où il y a un petit peu. On se retrouve vite à un moment donné à aller faire les mêmes choses, aller chercher le café, aller au coin jeu. Donc je pense que c'était plutôt comme ça en tout cas que je l'avais vécu. Après, je pense que chaque famille, il y a peut-être des familles qui n'ont pas envie d'avoir de contact avec d'autres. Florian, dans ton je cas, pense que oui. Chacun est un peu différent, mais enfin forcément on est amené, c'est un peu les hasards des traitements. On croise plus volontiers certaines personnes qui ont les traitements au même moment. Enfin voilà. Par quel état d'âme on passe quand on est père? Je veux dire, la tristesse, la colère, on en veut à quelqu'un. À un moment donné, on dit Dieu dans tout cela. Ou comment t'as géré ça, toi? On va dire personnellement. Des fois, on tape sur la table, on donne des coups de pied dans les chaises, ou pas, ou c'est pas ta nature. On n'a pas tellement le temps, en fait. C'est ça un peu le truc. Il n'y a pas assez de chaises chez toi, en fait. Non, il n'y a pas assez de temps pour être vraiment en colère, ou je sais pas. C'est une telle course perpétuelle pour essayer de joindre les deux bouts, de faire tourner une famille, etc. Que, ouais. Comment on s'est organisé chez vous, dans votre foyer, par rapport à... Comment c'est pas vraiment organisé. Comment on s'organise chez vous, madame? Madame qui fait des gestes.
C'est moi qui fais tout, mais pas du tout. Pendant les traitements, c'était moi qui étais avec Robin, mais moi j'avais vraiment le sentiment que celui qui en faisait plus, c'était lui, parce que il était à la maison puis il s'occupait de tous les autres. Parce que il y a un truc qui est difficile quand on est à l'hôpital, c'est qu'on n'est pas là pour les autres. On n'est pas là pour les plus grands ou là pour la plus petite. Et puis lui, il gérait tout ça, puis il gérait aussi l'anxiété de ne pas être avec Robin. Parce qu'au moins, quand on est avec l'enfant, on est dans l'action et puis on ne stresse pas. Enfin, on n'a pas trop le temps, Robin? On est vraiment tout le temps dans l'action. Donc voilà, le partage des tâches, c'était ça, quoi. Moi, j'étais à l'hôpital et puis lui, il faisait tout le reste. Donc en fait, il en faisait beaucoup plus que moi. C'est être uni puissance 20 000 et tout, mais ça peut aussi être des moments de tension terribles, ça peut aussi être très compliqué et tout. Est-ce qu'on devient forcément un super papa, une super maman obligatoirement? Oui. T'as le droit de le dire. Mais je sais pas, mais en tout cas, ce que vous dites là, c'est juste, c'est que je pense que soit ça nous solidifie à tout jamais, soit ça peut faire éclater une famille, j'imagine. Moi, je n'ai pas vu qui ont éclaté autour de nous. J'ai vu que des gens très très forts, mais oui, j'étais contente d'avoir ce conjoint-là. Florian, quelle leçon on reçoit de ces petits bonhommes qui se battent pour des choses énormes par rapport à soi-même, par rapport à sa vie, par rapport à la vie? Quelle leçon de courage, j'ai envie de dire, on reçoit de son enfant? Ils ont une force absolument extraordinaire, que je pense qu'on ne rencontre pas si on se déplace à je ne sais quel étage où il y a les cancers des adultes. C'est des forces de vie absolument extraordinaires. Malgré tout ce qui les accable, tout ce qu'ils ont, ils continuent à sauter. Et heureusement. Mais oui, et heureusement. Oui. Il faut une fois aller voir ce 11e étage, c'est extraordinaire. Je veux dire, vous avez des enfants en train de faire des courses de tracteurs avec des statifs, des parents qui courent derrière comme ils peuvent avec des fils, des trucs, et ils sont sans cesse en train de courir, sauter, de jouer comme des enfants lambda à la moindre occasion. Et ils ont vraiment une force de vie qui est chevillée au corps, qui est impressionnante, quoi. Il s'occupe de tout le monde, Robin. Je vois. C'est énorme ça, oui. Voilà. Puis moi j'ai droit aussi. Ah merci. Ouais. Moi j'ai droit aussi à. J'ai droit aussi à un. Bah oui. J'ai bien parlé, c'est bien. Je peux continuer. C'est formidable ça. À l'intérieur de tout ça, on se dit non mais des bons moments, comment ça? Comment on l'entend? Il y a aussi des bons moments, Nathalie, et toi tu l'as. Je sais pas, la manière dont tu arrives à les écrire, c'est aussi extraordinaire. Ça m'a aussi beaucoup touché dans le livre. Il y a aussi des bons moments. Parce que vu de l'extérieur, moi je représente, on va dire, l'extérieur dans ce sens-là, où on ne reçoit pas forcément les informations comme vous tous ici, mais il y a aussi des très bons moments. Et c'est aussi des belles leçons de vie et magnifiques. Disons que je pense qu'on apprend à apprécier les petites choses qui nous semblent, ou qu'on ne voit peut-être même pas passer dans la vie de tous les jours si on n'était pas dans ce milieu. Quand notre enfant va bien et puis qu'on court derrière le tracteur parce qu'il y a la perf et puis il y a tout ça qu'il faut suivre avec pour pas arracher tous les fils, c'est des chouettes moments parce que ça veut dire que malgré tout, voilà, les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est finalement jouer. Ils se battent pour une chose qui nous semble évidente. Ils se battent pour vivre. Et puis pour nous, ça nous semble vraiment quelque chose d'acquis et puis qui nous semble tellement banal. Mais finalement, quand on est dans ce milieu, je crois que c'est eux qui nous donnent la force. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était eux, parce que c'est... parfois, voilà, on parlait aussi des fois entre familles, on parle un peu des remarques parfois que les gens vous disent, parce que les gens, ils veulent bien faire, mais des fois, ils sont un peu maladroits. Et puis, quand on vous dit « Ah, mais je sais pas comment t'as fait, moi, j'aurais jamais pu... » comme disait Florian, on se pose même pas la question, on n'a pas le temps. On y va, on fonce, et puis... Si on s'assied par terre et on pleure, oui, on peut, mais il faudra bien se relever à un moment donné, puis il faudra bien continuer parce qu'il faut jongler entre l'hôpital, la maison, caser les autres enfants, partir à l'hôpital en catastrophe. Donc tout ça, je pense que c'est vraiment les enfants qui nous donnent cette énergie d'avancer. Et puis, les bons moments, ils sont là quand l'enfant va bien, quand on savoure, quand on sait qu'il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de notre enfant, qui est au-dessus de la tête de notre famille. Je pense qu'on apprend vraiment à savourer chaque moment.
Je pense qu'on prend vraiment conscience que tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Et puis... Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Voilà, il faut... Je pense que tous les parents, à un moment donné, on trouve cette ressource. Enfin, moi, je ne suis pas à l'hôpital, Audrey saura peut-être parler d'aux autres familles, mais à un moment donné, je pense qu'on trouve cette... Il y a malgré tout des bons moments, parce que quand on rentre après 10 jours d'hospitalisation, puis qu'on est enfin à la maison, bah, c'est la fête. C'est vrai que nous, on avait nos petites habitudes. C'était toute la famille était réunie, on pouvait profiter tous ensemble. Les 2 sœurs, elles étaient ensemble. Enfin, il y avait ça, c'est vrai que c'est des bons moments. Ça, c'est des petites choses qui... Quand on les voyait se disputer, même si c'était très rare, c'était quand même un bon moment parce qu'elles étaient souvent séparées. Donc ça, c'est des petites choses qu'on apprécie finalement. Donc oui, il y a quand même des bons moments malgré tout ça, et heureusement. Donc Audrey, au 11e étage du CHUV, on rigole aussi, il y a aussi des fous rires, des éclats de rire, il y a aussi beaucoup. Des trucs, voilà. On rigole beaucoup. On aimerait explique-moi un peu ça, parce que voilà. Je rejoins les parents. Les enfants, même pour les professionnels, sont porteurs. Hein. On rigole beaucoup. J'ai une collègue qui joue beaucoup au baby-foot et au ping-pong avec les enfants. Moi, je ne suis pas très bonne, mais je m'améliore. Donc, on vit aussi au rythme des parents, des enfants. Ils ne le voient pas, donc ils vont peut-être l'apprendre, mais on pleure aussi derrière les portes. Et surtout, il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe, il y a les médecins, il y a les infirmiers, infirmières, les pédopsychiatres. Et c'est pas ce qu'on va pas retrouver forcément dans le monde adulte. C'est vraiment une équipe qui est derrière, qui réfléchit ensemble et qui se bat pour les familles, en cachette peut-être, parce que les familles ne le voient pas forcément, mais de voir ce qu'on peut apporter au mieux toute l'équipe aux familles. Après, on n'y arrive pas toujours. On fait ce qu'on peut. On ne voit pas toujours les détresses, mais ce que j'aimerais rajouter quand même, parce que les parents sont trop modestes, c'est quand même l'organisation. Qu'est-ce que ça amène un enfant malade? C'est vraiment un agenda qui explose complètement. Il n'y a plus d'agenda. C'est un parent qui doit être disponible 24 heures sur 24 pour l'enfant malade. Ça veut dire pouvoir être là pour surveiller les fièvres, les symptômes, partir en courant à l'hôpital. Et il y a les frères et sœurs. Donc on oublie des fois les frères et sœurs qui ont un papa et une maman à mi-temps, à temps partiel tout d'un coup, qui doivent subir les dérèglements de l'agenda, les vacances qui sont en suspens. Voilà, c'est pas juste amener un enfant à l'hôpital à des rendez-vous, c'est devoir partir en urgence, entrer à l'hôpital sans savoir quand on va en ressortir. Donc ça, je crois que les parents sont trop modestes pour le dire, mais il faut vraiment réaliser ça, voilà, ça demande une souplesse énorme pour toute la famille, pour les frères et les sœurs aussi. Et je trouve que Naël a aussi un énorme courage, parce que lui non plus l'a pas dit, qu'il a dû s'adapter à ça aussi. Naël ? C'est vrai que pendant les deux années de traitement, par exemple en été, on n'est pas vraiment parti en vacances, mais après... on n'allait pas partir en vacances sans Robin. Alors, moi, je m'en serais voulu d'aller en vacances sans lui, en le laissant à l'hôpital. Alors, ouais, c'est vrai que c'est embêtant, mais c'est normal aussi. Enfin, voilà. Florian, on s'aime encore plus fort à l'intérieur de la famille, comme ça. En tout cas, comme disait Sophie. Je pense que si ça éclate pas là, je vois plus trop qu'est-ce qui peut faire éclater, mais c'est sûr que c'est tellement... c'est un tel chamboulement, une telle explosion que on en ressort grandi, tous. Mari, femme, frère, enfant, voilà. Il y a des séquelles, mais oui, ça nous rend plus forts. J'ai pas trop envie de faire de politique, Audrey, mais la différence entre le cancer de l'adulte et le cancer pédiatrique, au point de vue de la Ligue suisse contre le cancer, où on investit, je crois, 20 fois moins pour le cancer de l'enfant que pour le cancer de l'adulte, où on a l'impression que dès qu'il arrive un malheur dans une famille, toute la famille est chamboulée, donc il faut des disponibilités immédiates, conséquentes, énormes. Et qu'on vit en Suisse, un pays qui est supposé ou présupposé être riche et bien encadré et bien fourni en assurance de toutes sortes. Pourquoi
il n'y a pas tout ça. Pourquoi faut se battre? Pourquoi Zoé for Life a toute sa raison d'être et malheureusement, j'ai envie de dire, quand je dis malheureusement, vous le comprenez dans ce sens-là, son existence et puis de soutenir et de faire les choses que l'État devrait faire normalement et ce qui devrait être acquis peut-être. C'est un coût. C'est un coût énorme. Il y a eu des discussions politiques, des motions justement pour soutenir un congé parental plus long. Alors tout le Mais monde... qu'est-ce qu'on t'explique à toi, professionnel, exerçant au CHUV, dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'on te communique, on va dire, de la hiérarchie et d'en haut en disant, voilà, ces familles qui ont besoin, mais, oui, mais nous ne pouvons pas tout donner. Qu'est-ce qu'on te transmet comme message à transmettre plus loin? De la Ligue suisse ou des politiques? Les deux, mon capitaine. Alors ça dépend. Que ce soit la Ligue vaudoise contre le cancer, ou voilà. Après, il y a un lien entre la Ligue contre le cancer, la Ligue vaudoise et la Ligue suisse. Je dirais qu'on a une marge de manœuvre par rapport à la pédiatrie qui est bien plus importante que mes collègues qui travaillent avec les adultes. On a quand même plus facilement des fonds. On trouve plus facilement des aides financières. Zoé for Life offre une aide pour chaque famille, donc c'est juste énorme. Il n'y a pas besoin de faire un budget, il n'y a pas besoin d'écrire pourquoi on veut la demande. Donc on a quand même plus de facilité. Après, les besoins sont aussi plus importants. Mais il y a des familles avec un parent ayant un cancer qui sont tout autant dans la détresse. L'impact est différent. Après, c'est vrai qu'au niveau politique, par contre, il y a quelque chose à faire pour ce fameux congé parental, et là, c'est un coût. Donc ce sont de longs débats depuis plusieurs années. Comment tu l'entends ça, Nathalie? Je me dis qu'il y a une certaine... comment je pourrais dire ça? Pour moi, il y a quelque chose qui est pas logique, dans le sens où on a enfin un congé maternité, ce qui est très bien, ce que je ne remets pas du tout en cause. Simplement, la maternité, ça reste un choix. Et donc, vous choisissez d'avoir un enfant et vous avez un congé maternité que la Confédération a mis en place. Donc, il y a des indemnités qui sont là pour aider, pour l'instant, que la maman. Peut-être qu'un jour, on aura un congé paternité, mais c'est encore un autre sujet. Mais lorsque ce même enfant est malade, là, il n'y a plus rien. Et puis c'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Pour moi, ce congé maternité, c'est comme si on n'avait pas été au bout des choses. Donc, quand on choisit d'avoir un enfant, il y a une aide, mais quand on a notre enfant qui est malade, qui n'est pas un choix, là, il n'y a plus rien. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est pas logique, et ça mériterait effectivement je pense, d'aller au bout des choses. De l'autre côté, je suis consciente aussi que, comme le disait Audrey, un employeur a une perte de gain pour... si son employé est malade, pas si l'enfant de son employé est malade. Donc on joue un peu sur les mots, mais c'est comme ça, c'est la loi. Et puis tant que c'est comme ça, il n'y a pas de changement possible. Donc c'est un travail... je sais qu'il y a des choses ça va bouger un jour, mais quand? Cette forme d'injustice un peu politique, si on veut, ça a été aussi un moteur par rapport à la mission de Zoé for Life, c'est-à-dire que ça existe, que ça continue et tout. Pour toi, ça a été aussi un des moteurs? J'ai été confrontée à ça tout de suite. Zoé est née malade, donc je me suis retrouvée dans l'interdiction de travailler les 8 semaines qui suivent mon accouchement. J'avais le droit de commencer mon congé maternité le jour où elle rentrait à la maison. Donc c'était 3 mois plus tard. Mais entre le moment où elle est née et le moment où j'ai fait débuter mon congé maternité, c'était qui allait payer mon salaire? Donc ça a été des téléphones, des heures de téléphone avec des assurances pour tout ça, pour qu'on me déclare finalement incapable d'aller travailler. J'ai dû dire au téléphone, mais je laisse ma fille à l'hôpital puis je retourne travailler. En fait, c'est un peu ça. Donc c'est pas très clair parce qu'il y a c'était confus en fait. En tout cas, chez mon employeur, et pourtant je travaillais dans une compagnie d'assurance, c'était un peu... j'ai un peu créé le débat, c'est vrai. Donc c'est vrai que j'ai été confrontée à ça depuis le début, et puis c'est là qu'après on rencontre les assistantes sociales qui sont là aussi pour vous aider à mettre toutes ces démarches, tous ces papiers qu'il faut remplir pour mettre en route toutes ces aides finalement. Donc c'est clair que c'est une des raisons aussi qui fait qu'on a envie de continuer, mais c'est aussi, je dirais que la raison principale qui nous a poussé à continuer dans l'association, c'est on se repositionne toujours au moment du diagnostic. Quand on vous annonce que votre enfant il a un cancer, la première chose qu'on veut, c'est qu'il guérisse.
s'il guérit, c'est quand même grâce à la recherche, parce que la recherche a trouvé des médicaments pour guérir votre enfant. La deuxième chose, s'il guérit, c'est qu'il ait le moins de séquelles possible. Et ça fait aussi partie de la recherche. Donc c'est vraiment la première chose pour laquelle Zoe for Life a envie de se battre, c'est vraiment de pouvoir faire avancer la recherche, guérir plus d'enfants et les guérir mieux aussi. Et c'est vrai que tout ça, ça a un coût. Donc c'est la raison, c'est vraiment le but pour lequel on se bat le plus, parce que ça reste le premier rêve d'un enfant, c'est quand même qu'il guérisse. Même s'il a envie d'avoir plein de cadeaux sous son sapin à Noël, ça sera quand même son premier souhait et celui de sa famille. Et aussi au niveau des traitements pris en charge, par exemple par les caisses maladie, à part la franchise, mais je veux dire, il y a aussi des traitements qui ne sont pas pris en charge, d'autres oui, enfin ça aussi c'est un peu... Alors Zoe for Life, nous on a en tout cas on a un partenariat avec les HUG et le CHUV pour prendre en charge tout ce qui est préservation de fertilité. Donc c'est vrai que certains enfants vont subir des traitements qui vont les rendre infertiles. Et aujourd'hui, grâce aux avancées de la recherche, il existe des techniques qui permettent de préserver la fertilité des enfants. Chez les enfants qui avaient atteint l'âge de la puberté, on savait déjà que ça existait et que ça pouvait déboucher sur des grossesses plus tard. Mais chez les enfants, avant l'âge de la puberté, c'était encore quelque chose qui n'existait pas en Suisse. Les enfants devaient se rendre à l'étranger pour pouvoir bénéficier de ces techniques. Les garçons, pardon, les filles, ça existait déjà en Suisse. Et puis aujourd'hui, justement, les hôpitaux les HUG et le CHUV se sont associés. Et Zoe for Life prend en charge tous les frais, parce que c'est des frais qui ne sont pas pris en charge par les assurances maladie. Donc c'est à la charge des parents. Et c'est vrai que l'ayant vécu, quand on vous parle de ça, vous avez envie de le faire pour votre enfant. Combien même ça va vous coûter plusieurs milliers de francs, mais vous pensez à son avenir. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas pris en charge par les assurances et que nous, on rembourse. Mais il y a aussi parfois des médicaments, ça Audrey saura peut-être mieux le dire en détail. Zoe for Life, en tout cas, pour la préservation de fertilité, on prend en charge. Et puis les assistantes sociales dans les hôpitaux savent que si des familles se retrouvent avec des factures qui ne sont pas remboursées par les assurances, je pense qu'elles ont différentes ressources, dont justement Zoe for Life, où on pourra intervenir. Tu as parlé de ta collègue Audrey, vous n'êtes pas que deux, rassure-moi. En pédiatrie, nous sommes que deux, pour l'oncologie, oui. D'accord. À 140%. Oui, par jour. Donc on multiplie par 25. Par rapport à ce que vient de dire Nathalie, Alors en effet, les traitements, la majorité des traitements sont pris en charge. C'est vraiment très très rare qu'il y ait un refus de traitement, et en général c'est plutôt une demande spéciale qui aboutit positivement. Après ça va sur des génériques. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis. Par contre, en effet, il y a tout ce qui concerne la préservation de la fertilité qui n'est pas pris en charge par l'assurance de base. Donc et là, heureusement, Zoe for Life intervient. Il faut faire des demandes financières. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est problématique quand on va vous annoncer que votre enfant risque d'avoir des problèmes de fertilité et qu'en plus, il faut payer pour pouvoir préserver ça. C'est beaucoup de courage, d'abnégation avec... tout ça, c'est vrai que... Viens. Assieds-toi là. Nous, on est jeunes, on peut s'asseoir là. Tu vois, les plus vieux sur les chaises, dis donc. Tu sais que toi, t'es la grande sœur que chaque petite fille, petit frère aimerait avoir. T'es la grande sœur parfaite dont tout le monde rêve. Ok, peut-être. Je sais pas. Bah, je le dis moi, alors c'est bien. Bonjour Lana. Bonjour. La grande sœur de Zoé. Est-ce que ce titre-là, la grande sœur de Zoé, est-ce que c'est vraiment que ça? Ou bien il y a aussi Lana Guignard, il y a aussi une belle petite jeune fille qui grandit et tout ça. Il y a aussi un peu des deux. Et t'es pas seulement la petite sœur de Zoé, t'es aussi Lana. La grande sœur de Zoé. La grande sœur. C'est pas grave. En fait, c'est vrai que je suis pas seulement sa sœur aussi, parce que j'ai ma vie, mes amis, ce genre de choses. Mais c'était pendant 5 ans, j'étais vraiment sa sœur principalement. Puis après... moi, depuis son décès, je suis toujours sa sœur, mais voilà. Tu te rends compte que tout là-haut dans le ciel, cette fille magnifique, cette petite jeune fille magnifique avec ce sourire et tout ça, ce que ça donne, ce que ça fait, on est là aujourd'hui, on est en 2017, et puis il y a des gens qui se mobilisent, il y a de l'argent qui se récolte, il y a tout ça qui s'est fait grâce à ta petite sœur. C'est bien parce que ça aide les autres enfants maintenant, et puis je trouve ça vraiment bien que l'association elle continue quand même.
Cette association, elle est magnifique, elle a un écho magnifique. Il y a un papa puis une maman, ils ne sont pas extraordinaires. Ton papa et ta maman. Dis-moi 2 mots sur ton papa, parce que ta maman, alors, elle occupe les médias, on la voit toujours et tout, et puis ton papa, il est aussi là, puis il est aussi extraordinaire. Tu me dis 2 mots? Il est très drôle, enfin, il me fait rire souvent. Et puis, c'était lui principalement qui s'occupait de moi quand Zoé était en traitement, parce que ma maman, elle était avec ma sœur. Et puis, il est très gentil, là, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Puis 2 mots sur maman aussi. C'est elle qui était principalement avec Zoé à l'hôpital. Et puis, elle est aussi très gentille. Et puis, elle parle bien, très bien au micro. Ça, c'est vrai, je peux en témoigner et tout. Et toi, aujourd'hui, tu as quel âge, Lana? 12 ans. 12 ans, c'est formidable. Tu es en quelle année à l'école? En 9e. 9e. Puis ça se passe bien à l'école? Oui, ça va bien. Des bonnes notes? Ouais, plutôt. Déjà des petits copains? Oui. Normalement, il faut dire non si les parents écoutent, mais là, tu peux dire oui. C'est vrai, déjà? De toute façon. Ils savent que tu as un fiancé déjà? Non, pas fiancé. Des copains alors seulement? Ouais. C'est quoi les matières que tu préfères à l'école? La science, les maths et puis la gym. Tu vas devenir quoi alors quand tu seras plus grande? C'est quoi le métier que tu aimerais faire? J'aimerais être chirurgien. Ça, c'est un beau métier. Vraiment? T'as envie et tout, la médecine et tout, la chirurgie? Ça fait un moment que je voulais. Et puis déjà petite, je voulais être infirmière. Donc voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Plein succès. Puis garde ce beau sourire et tout parce que c'est magnifique. Moi, j'aurais voulu être petit pour avoir une grande sœur comme toi, mais là, je suis un peu plus grand. Donc voilà. Donc on va dire que tu es ma copine, d'accord? On va mettre un peu de... ma copine, une copine, une copine, voilà, comme on dit. Bon, je sais pas, faut dire, ça se dit plus comme ça aujourd'hui. Je sais pas, décidément, on n'a pas le même temps. Là. Je vais faire gronder par les mamans, là, dis donc, et tout. Bon, une pote, check. Voilà. Dans la parade, au milieu des cuivres et des tambours, d'ici au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde, et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oublier que si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. L'absence comme une sœur, ma plus fidèle des compagnes, ma cavalière d'honneur, est entrée dans la danse. Où que j'aille, quoi que je fasse, elle sera toujours là pour moi. Je ne sais, peut-être même plus pourquoi je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde, et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oublier que si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Je me suis jeté dans la parade, au milieu des cuivres et des tambours, d'ici au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. La libre antenne de Radio People en direct du Grand Hôtel des Bains avec pour thème ce soir
le cancer de l'enfant avec évidemment cette association magnifique et fabuleuse, Zoe for Life. Ça va toujours, Robin? Ouais. Waouh, crie plus fort. Wouh. Tu sais faire des grimaces? Fais-moi une grimace. Fais-moi une grimace. Fais une grimace. Magnifique. Donc tu es un vrai petit garçon finalement. Oui. Tu me remontres ça, parce que ça je trouve extraordinaire. C'est quoi ça? C'est mon kanji. Kenji? Ben, c'est quelque chose qui montre ce qu'on a fait, toute notre aventure du cancer. Et ça montre ce qu'on a fait. Les perles, ça montre chaque acte qu'on a fait. Soit une piqûre, soit avec une machine, soit un médicament. Tu l'as toujours avec toi? Oui, je la range dans mon armoire. Et comme ça, quand il y a des gens qui veulent le voir, je le montre. T'as une chambre à la maison où t'es tout seul ou t'es avec tes frères et sœurs? Je dors avec mon frère. Qu'est-ce qu'il y a dans votre chambre comme jouet? Beaucoup, puisqu'on est deux. On a un lit à 2 étages. Qui c'est qui est en haut? C'est mon frère Tom. Et toi, tu dors en bas. Il fait du bruit la nuit? Il ronfle et il pète. Et toi, pas du tout alors? Non. C'est quoi les jouets que vous avez dans votre chambre? Raconte-moi un petit peu. C'est quoi les jouets à Tom puis les jouets à toi? Ben, lui, il a des Legos. Moi aussi, j'ai des Legos. On a des pistolets. Lui aussi, il a des pistolets. Vous jouez au cow-boy? Avec les pistolets? Non. Je dois être trop vieux. Ouais, d'accord. Bon, j'arrête. On joue à quoi avec les pistolets? À la guerre? Ben, on joue à se tuer. Des fois. D'accord, papa dit qu'il n'y a pas de pistolet. C'est bien l'imagination alors, ouais. Papa, si tu nous écoutes pour les prochains cadeaux. Et puis alors quand vous jouez ensemble, toute la famille alors, tu joues avec tout le monde? Des fois. Qui c'est qui joue le mieux avec toi? Plutôt ma sœur Héloïse. Parce qu'elle est gentille, elle veut toujours jouer avec moi. On joue à des jeux cool. Genre soigner les doudous avec la trousse de docteur. On joue à se faire peur, à jouer en bas à la salle de jeu. Je l'aime bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire toi comme métier quand tu seras plus grand? Marchand de glace. Tu sais que si tu es marchand de glace, tu dois les vendre aux autres, hein? Ouais, mais comme ça je fais de l'argent, c'est mieux. Ah, c'est bien. Puis comme ça, tu peux acheter tes glaces. Ouais. T'aimes les glaces? Oui. Qu'est-ce que t'aimes manger, toi? Bienvenue à l'école des fans. Des hot dogs et des hamburgers. Ça, c'est trop cool. Puis t'en as souvent? Je sais pas. Pas assez? Non, pas assez. Bon. C'est bien ça. C'est magnifique de voir Robin comme ça et puis d'en parler et tout. Je trouve ça extraordinaire. Ces enfants, Nathalie, ils sont tous géniaux, ils sont tous extraordinaires, ils sont tous remplis de belles choses. Tous. Je pense ce que je connais en tout cas. Maintenant, voilà, comme je disais, j'ai la chance d'en rencontrer aussi régulièrement, mais je suis pas au quotidien en contact avec eux. Mais le retour qu'on a des assistantes sociales, c'est en tout cas voilà, que c'est des petits êtres exceptionnels, en tout cas d'après ce que je pense qu'Audrey saura mieux le répondre. Mais... Des enfants qui ont envie de jouer comme des enfants, d'être des enfants, de rêver, de faire des choses, et puis voilà quoi. Puis pas toujours qu'on leur parle de choses avec des mots qu'ils comprennent pas forcément, et puis des trucs qui font mal, mais aussi autre chose. Des enfants avec leurs émotions, qui rigolent, qui pleurent, qui font des crises, qui s'expriment, et qui nous font des leçons aussi. Hein? C'est quoi les leçons, par exemple? Tu fais des leçons, toi? Non, des fois, peut-être un tout petit peu, moyennement, beaucoup, à la folie. Ah, c'est pas mal, il y a tout le choix. Je comprends rien. Maman, c'est quoi faire des leçons? Mais alors, par exemple, Robin, il était petit quand il était diagnostiqué, il avait 4 ans et demi, 5 ans, mais il était très au clair. Quand vous dites qu'ils ne comprennent pas les termes médicaux, ils sont très vite assez experts. Hein.
Et alors lui, il expliquait quelle aiguille il fallait utiliser, sur quel cran fallait mettre le pic pour le doigt. Et puis si on l'écoutait pas, ça le fâchait beaucoup. Hein. Donc oui, il expliquait aux médecins et aux infirmières comment il fallait faire. Est-ce que finalement, ils ont plus de courage et puis de capacité de gérer ça que les adultes, finalement, Audrey ? Oui, les enfants sont très courageux et surtout, ils ont cette capacité à vivre les choses au moment présent. C'est-à-dire que quand ça va bien, ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire des choses, ils n'ont pas envie de rester à l'hôpital. Hein. Un adulte va rester dans la maladie en permanence. La maladie sera toujours présente dans sa tête, il va s'empêcher de faire des choses, il va penser à l'après. Tandis que l'enfant, c'est l'instant présent et il faut y aller. Les parents doivent... voilà, le tracteur, le baby-foot, le ping-pong... Hein? La balle avec le labyrinthe. Qu'est-ce qu'il y a encore comme jeu ? Il y a le ping-pong, il y a des jeux avec des voitures, des garages, il y a aussi des tronçonneuses, il y a des jeux à l'espace famille et à l'espace éducatif, des jeux de société, des jeux où on peut jouer en famille. L'espace famille, c'est où il y a la famille, elle se rencontre et peut jouer, boire un café, se parler, discuter. L'espace éducatif, c'est quand les adultes ils sont pas là, ils partent pour un petit moment. Il y a des éducatrices qui viennent s'occuper des enfants. Et il y a plein de jeux, comme des jeux de société. Il y a plutôt des jeux de société. On s'amuse bien. Il n'y a pas seulement des petits garçons qui sont malades, il y a aussi des petites filles. Ouais. Des petites filles, des petits garçons, des grands garçons, des ados filles. Et dans ces petites filles, il n'y en a pas une qui te plaît plus que les autres ? T'as pas une petite copine, toi ? Peut-être ? Peut-être. On dit rien aux parents ? Non, il n'y a rien aux parents, c'est top secret. C'est un secret, d'accord. Hein ? Promis, alors on dit rien. On dit rien. Nathalie, forcément, une association pour exister, pour vivre, pour développer son action, elle a besoin de fonds, l'argent, le nerf de toutes les guerres, et puis surtout des guerres caritatives et sympathiques comme celle-là. Faire des dons, on vit des dons. Zoe for Life, ça fonctionne sur ce schéma-là, et comment peut-on vous aider et comment peut-on faire pour bien faire ? C'est vrai qu'on est 2 associations ici représentées ce soir. On vit grâce à la confiance que les gens nous témoignent en nous faisant des dons, parce que c'est vrai que chaque année, c'est quand même 250 familles en Suisse, à peu près entre 250 et 300 enfants qui sont diagnostiqués avec un cancer. Et Zoe for Life, c'est plus d'une centaine de familles par année chaque fois qu'on soutient. Donc c'est quand même depuis la restructuration, on va dire, après le décès de Zoé, on s'est restructuré, on a défini 4 buts qui sont notre fil conducteur, et puis c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Depuis mai, je crois avril 2014, où on a pu vraiment mettre en place le soutien aux familles, d'abord au CHUV et puis après au HUG, c'est plus de 300 000 francs qu'on a pu verser aux familles, soit directement, soit en prenant en charge des factures qui n'étaient pas remboursées par les assurances. Et puis, c'est vrai qu'on a pu, comme je le disais avant, vraiment notre cheval de bataille, c'est vraiment cette recherche qu'on aimerait faire avancer. Et c'est plus de 400 000 francs qu'on a réussi à remettre à la recherche ici en Suisse. Pour beaucoup, c'est un peu vague, la recherche, mais concrètement, en 2013, quand avec Zoé, on devait partir à l'étranger pour essayer de la soigner de son cancer dont elle avait rechuté, on n'avait pas le traitement ici pour ce cancer-là en rechute. C'est pas qu'on est moins bon en Suisse, c'est pas qu'on n'a pas un système de santé qui est excellent, c'est juste que voilà, c'est des cancers qui sont considérés comme rares, et puis quand en plus il y a une rechute, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, on partait pour 6 à 9 mois à l'étranger, c'était un peu compliqué quand même.
Donc c'est comme ça que l'association est née. Mais aujourd'hui, grâce au travail de l'association, une famille dans la même situation que nous, elle peut rester ici en Suisse parce qu'on a réussi à amener des protocoles de traitement qui n'étaient jusqu'ici pas disponibles en Suisse. Donc ça, je dirais que c'est la plus grande réussite de l'association à ce jour. Et puis c'est vrai que on vit que grâce aux dons. Donc c'est vrai qu'on est dépendant de ça et parfois on nous demande quels sont nos budgets, combien on a besoin par année. Mais je dis déjà, plus on pourra faire, plus on pourra élargir aussi notre offre pour les enfants, pour les familles, parce qu'il y a des familles qui ont vraiment des besoins plus que d'autres. Donc il y a cette première aide qui est donnée à toutes les familles, où on ne demande pas de budget, de détails. On sait que les assistantes sociales, elles sont en contact avec les familles, mais tout passe par elles. On n'a pas nous, on n'accorde pas de soutien aux familles directement. Ça passe toujours par les assistantes sociales en place dans les hôpitaux. Ça, pour nous, c'est important c'est pour ça qu'on a une bonne collaboration avec les assistantes sociales de la Ligue vaudoise contre le cancer, qui sont finalement des professionnels que nous ne sommes pas, et qui peuvent justement juger de la situation d'une famille et qui peut demander les aides qu'elle a besoin. Donc effectivement, nous, comme on dit toujours, il n'y a pas de petits dons. Les associations vivent de ça. Et puis, si les familles sont encadrées par nos 2 associations, c'est parce qu'il y a des fonds derrière, parce qu'il y a des dons qui arrivent. Et puis, on travaille dur pour que ça continue et qu'on puisse encore faire plus pour les familles et les enfants malades. Mike, si on veut aider Zoé for Life, comment on fait ? Il y a le don par SMS, c'est le plus simple. 339. J'ai toujours un doute sur le numéro. Donc c'est le SMS Zoé, Z-O-E, un espace, le montant 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 10 000. Pas au-dessus de 100. Mais voilà quoi, coûte 5 après ça va sur la facture de l'opérateur téléphonique. Voilà, exactement. Ça, voilà. Donc on envoie, on fait donc Zoé, Z-O-E, espace le montant, 5, 10, 15, 20, peu importe. Tout ça envoyé au 339 par SMS et c'est effectivement répercuté sur la facture du téléphone portable. Après voilà, il y a tellement de manières de soutenir l'association. Ça c'est la plus simple, j'ai envie de dire. Après voilà, il y a un compte de chèque aussi. On peut faire un virement bancaire. Voilà, faut aller sur le site. Sur le site www.zoeforlife.org. Exactement. Ouais. Il y a toutes les infos, il y a toutes les coordonnées bancaires si nécessaire. Et puis après il suffit de suivre la page Facebook aussi pour voir un peu toutes les opérations qui sont montées par des personnes qui le font spontanément, qui organisent une vente de quoi que ce soit ou qui se lancent un défi sportif ou autre. Donc il y a aussi une manière indirecte, on va dire, de soutenir l'association, c'est en passant par ces personnes-là qui elles s'investissent. Et puis après il y a Day for Life encore. On va remettre ça, vous allez remettre ça, moi je suis juste là, moi je viens juste le jour J quoi. Mais voilà, ça c'est une journée aussi de soutien, de mobilisation qui a extrêmement bien fonctionné les 2 premières fois à Arol et on dit jamais 203 parce que Nathalie. Non, on est reparti, on a fixé la date. C'est toujours à Arol, la date, oui. C'est alors la date 22 septembre. 22 septembre. Qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là ? Plein de choses. Oui. On y va. C'est vrai que pour nous, c'était important de pouvoir organiser un événement par lequel aussi les gens qui nous suivent puissent venir à nous et nous soutenir d'une autre façon. Donc c'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a un village avec des animations, de la musique, des stands nourriture, boissons, qui est ouvert à tous, bien sûr. Et puis il y a en parallèle le challenge, qui est un défi en équipe. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit accessible aussi à des personnes moins sportives ou non sportives. C'est comme une course d'orientation, un rallye pédestre. Il faut retrouver des postes à l'aide d'une carte et d'indices. Et puis à chaque poste, il y a des défis d'agilité, d'adresse. L'idée, c'était... Voilà, le nom le dit bien, Day for Life, c'est une journée pour la vie. On est là pour s'amuser, on parle d'un sujet lourd, mais on est là pour s'amuser, pour récolter des fonds. Parce que voilà, les fonds, on en a besoin pour tout ce qu'on fait. Et puis, je voulais juste aussi dire, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de familles qui doivent se rendre dans d'autres hôpitaux. Même s'ils sont suivis à Lausanne ou à Genève, ils doivent des fois aller dans d'autres hôpitaux. Et ça nous arrive de devoir soutenir aussi des familles qui doivent partir à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui
voilà, plus on aura de fonds, plus on pourra aider aussi les familles. Quand on doit partir à l'étranger, c'est aussi tout un chamboulement, oui. La Ligue vaudoise contre le cancer, est-ce qu'elle a aussi besoin d'argent? Petite question comme ça au passage. Audrey. La Ligue vaudoise contre le cancer est une association, donc a aussi besoin d'argent, oui, toujours. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Nathalie par rapport aux autres hôpitaux. C'est vrai qu'on parle du CHUV, on est en terre vaudoise, je représente la Ligue vaudoise contre le cancer, mais le CHUV accueille pas seulement les Vaudois, mais les Neuchâtelois, les Valaisans, les Fribourgeois, quelques Jurassiens, quelques Genevois. Pour la Romandie, donc les parents n'ont pas trop le choix, ils doivent aller soit au CHUV, soit à Genève. Donc ça veut dire beaucoup de trajets, beaucoup de transports, et là Zoe for Life va aider autant les Vaudois que les autres cantons. Et nous, on va également être là, enfin la Ligue vaudoise va être là pour les patients, quel que soit leur canton, en faisant le lien avec les autres ligues cantonales. Mais c'est vrai qu'il faut imaginer, les parents de Robin pourront le dire, ce que ça veut dire d'aller dans un autre hôpital. Oui, on remercie en tout cas Zoe for Life pour son aide financière en l'occurrence, mais effectivement il y a une partie des traitements, en l'occurrence c'était le maintien de la fertilité qui à l'époque se faisait pas en Suisse, donc on était parti en France pour faire ceci, et puis voilà, c'est toute une organisation médicale, financière, logistique à mettre en place. Là, heureusement, c'était de loin pas aussi long que les traitements que mentionnait Nathalie sur plusieurs mois, c'était quelques jours, mais enfin, c'est déjà très complexe de réussir à trouver un espace de libre dans les traitements pour rajouter cela. Enfin, c'est toute une coordination, et heureusement que les associations sont là pour nous soutenir dans ce genre de cas. Mais je pense même déjà de partir dans un hôpital en Suisse, dans un autre hôpital en Suisse, c'est quand même fréquent. Je pense beaucoup de familles quand même doivent partir dans un autre hôpital, même si on reste en Suisse, c'est quand même tout un changement. Oui, alors nous, dans le cadre de Robin, il y a une partie du traitement qui se faisait à Berne, la chimiothérapie à haute dose. Voilà, effectivement, c'est encore des chamboulements, c'est un hôpital qui est encore plus loin, la langue est différente, les logements sont encore plus compliqués que quand on est à Lausanne. Enfin voilà, chaque fois ça ajoute, c'est très très long. Là, alors effectivement, ça a duré 5 semaines, c'était pas juste quelques jours. Enfin, c'est chaque fois des stress supplémentaires, des organisations à gérer de plus en plus compliquées. Donc les associations sont toujours d'une aide. Comment on craque pas? Comment on craque pas à un moment donné? Qu'est-ce qui maintient debout? Eux. C'est quelque chose qu'on leur doit, quoi. C'est difficile de craquer, de s'effondrer quand ils sont là. On peut pas. On doit les soutenir, on doit être là. C'est notre rôle de parents finalement, quoi. Qui sont moteurs. Comme disait Nathalie tout à l'heure, il y a des gens qui demandent mais comment on fait, comment moi j'aurais pas pu, etc. Finalement, quand vous êtes là-dedans, vous n'avez pas. C'est une question qui n'a pas de sens. Vous faites juste votre rôle de parent et voilà, quoi. Il y a une différence entre un rôle de mère et un rôle de père. Il y a des tâches qui se répartissent différemment. Il y a un rôle différent par rapport à la même problématique. Dans notre cas, ça s'est réparti d'une certaine manière. Effectivement, ma femme était les semaines à l'hôpital et moi les week-ends, mais voilà, j'imagine que dans d'autres familles, l'organisation aurait pu être différente. Non, parce que c'est aussi important d'avoir la parole d'un père. Par oui, rapport à oui. Les mamans et les enfants, et d'accord, mais aussi les papas qui... Oui, les papas sont là aussi. Les papas soutiennent, aident leurs enfants comme ils peuvent. Et il y en a beaucoup aussi dans les couloirs du CHUV, j'imagine au HUG. Souvent, le problème, c'est qu'il faut bien qu'il y en ait un qui travaille aussi là au milieu. Donc c'est souvent, ça se fait presque automatiquement,
que la personne qui travaille à temps partiel, elle passe déjà plus de temps parce qu'elle est déjà plus disponible, ou alors elle réduit encore plus. Et puis c'est vrai que les papas, eux, ils ont leur journée de travail, et puis quand ils rentrent, ils passent à l'hôpital, ou alors ils dorment là-bas. C'est vrai qu'ils ont des doubles journées aussi. Je crois que autant pour l'un que pour l'autre, je pense que ça s'arrête pas. Mais c'est vrai que souvent la journée, souvent c'est la plupart du temps, moi j'ai vu, c'est la semaine, du lundi au vendredi, la journée, c'était souvent les papas qui étaient au travail. Ils venaient le soir, ils faisaient les nuits, ils faisaient les week-ends. Puis ils géraient toute la logistique à la maison, quoi. Moi, je vais poser la même question à chacun, en commençant par toi, Samuel. Qu'est-ce qui devrait changer dans le regard des autres, dans le regard des gens, dans le regard des personnes que tu croises qui sont ni atteints ni confrontés à cette saloperie de maladie? Qu'est-ce qui devrait changer dans le regard et le discours et la manière d'être pour que pour toi ce soit plus agréable et sympathique? Je pense que, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. À l'école, quand j'étais encore à l'école primaire, en fait, il y avait pas mal d'élèves qui s'amusaient, pour s'amuser, qui s'amusaient à m'embêter dans le bus ou à la récréation. Donc du coup, j'étais souvent à côté. Enfin, j'étais tout seul. Et je pense que ces personnes-là, elles devraient peut-être changer et comprendre la maladie de l'autre et savoir et l'intégrer à leur jeu ou essayer de l'intégrer, de jouer avec lui, et que ce soit aussi au niveau des professeurs, pour certains profs. Parce que j'ai aussi vécu ça à l'école de nouveau primaire. J'étais lésée par l'enseignante et donc du coup j'arrivais plus à suivre et les notes c'était catastrophique. Donc parce que tu es malade, en plus, au lieu de t'aider un peu plus, on t'aide un peu moins? Je pense que c'est ça, que ce soit au niveau des camarades de classe ou des professeurs pour certains. Je dis pas que tous les professeurs sont comme ça, mais par exemple dans les écoles privées, on fait plus attention à chacune des personnes, chacune des personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, on les aide plus et on les aide à persévérer et à réussir le certificat ou autre test. Naël? Qu'est-ce qui pourrait changer? Il y a l'habituel quand on dit que quelqu'un de la famille est malade et tout. Il y en a souvent qui sont là, oh je suis désolé, oh je comprends et tout. Je sais pas si on peut vraiment comprendre si on l'a pas vécu. Et puis au bout d'un moment, toujours les mêmes phrases, ça devient un peu embêtant. Et ça pourrait changer. Sinon, j'ai pas eu d'énormes problèmes avec ça. Florian, pardon. Désolé de te réveiller. Oui. Non, mais non. Oui, je crois que c'est un problème un peu plus général. À l'école, c'est toutes les personnes qui ont un peu une différence, un handicap, que ce soit lié au cancer ou qui ont eu un parcours différent, ne sont pas forcément des plus intégrés par leurs camarades. Ça, on pourrait dire à la rigueur, c'est dans la nature un peu des enfants, mais c'est vrai que souvent on est un peu bouche bée devant les réactions de certains enseignants ou professeurs. Voilà. Donc, tu peux pas pousser ton curseur de l'agacement un peu plus haut pour que le discours soit un peu plus direct, tu vois? Il y a madame qui dit mais il se lâche ou bien il y va ou bien voilà. Il faut donner alors je vais donner le micro. Voilà. Très bien, oui. J'ai bien compris que très bien. Ouais, moi j'ai un petit coup de gueule à pousser. Alors autant la maîtresse de Robin, ça a été une merveille absolue. Elle a été magnifique. C'était vraiment, elle l'a tellement aidé. C'est vraiment magnifique. Mais alors Naël, il a pas dit, mais franchement,
quand on a appris ça, c'était dur pour lui. Et puis, il y avait zéro compréhension de la part de ses professeurs. Ça, vraiment, on a été choqués, quoi. On a dû utiliser des mots un peu durs. Hein. On a dû dire aux professeurs, mais... il y avait des choses du style, s'il avait un oubli parce qu'il y avait un truc qui n'avait pas été signé, il n'y avait pas de compréhension par rapport au fait que moi j'étais à l'hôpital, par exemple. Il aurait dû demander à son grand-père de signer. Enfin, des choses comme ça. Donc moi j'ai dû dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas attendre d'un enfant dont le frère est à l'hôpital d'être en pleine forme, c'est pas possible. Nous on est en arrêt de travail. Vous ne pouvez pas attendre d'un enfant qui a peur que son petit frère meure, qu'il soit en pleine forme et qu'il puisse travailler, quoi. C'est pas possible. Mais il faut dire des choses aussi fortes que ça pour que les gens réagissent. Puis encore, on a dû faire appel à l'infirmière scolaire pour qu'elle nous appuie, pour qu'il y ait de la compréhension vis-à-vis de Naël. C'était du genre, toi t'es pas malade, donc c'est ton frère, donc je vois pas pourquoi on serait indulgent avec toi. Un peu plus, la phrase texto était, il faut qu'il se ressaisisse, je crois. Voilà, bon, très bien. Dans la semaine où on a appris pour Robin, donc bon, voilà. Ah oui, d'accord. Ça méritait d'être dit. Audrey? Je dirais que mon regard de professionnel, je dirais que la première chose qui doit changer, c'est le congé parental. Vraiment qu'il y ait un congé parental pour les parents. Et la deuxième chose, c'est de l'extérieur, beaucoup de souplesse. De comprendre justement qu'un frère qui a un oubli à l'école, c'est pas grave. Ça arrive. Et tout ce qui est au niveau organisation, si un parent est en retard à un rendez-vous, voilà, on le comprend. Souplesse. Comment tu vois le fait que, parce qu'il y a ton travail, évidemment, la semaine, puis après, il n'y a pas que le travail 24 heures sur 24, puis après on rentre à la maison, puis après on a des amis, puis on a des connaissances, bref, puis on va faire du sport, puis on est confronté à des gens qui font d'autres métiers, d'autres professions, puis je pense qu'on te dit, mais c'est quoi ton métier? C'est ça, t'es en contact, oula. Est-ce que tu arrives à et me dire, parce qu'on en a déjà passé, voilà, exactement. Ouais. Ça casse l'ambiance. Alors il y a des gens qui savent ce que je fais, qui sont intéressés, qui soutiennent Zoe for Life, et d'autres, c'est pas possible de me poser la question. Et je sais que je dois pas en parler parce que ça va mettre un malaise, que ça. Mais vraiment. Voilà. Donc tu te retiens vraiment. Ouais. Je vais pas me retenir. Non, mais je veux dire, voilà, mais si on peut un peu occulter, ou voilà, c'est pas. Oui, j'ai vu des gens être à deux doigts du malaise. Donc, non, on peut devenir une calamité sociale. Ouais. Alors que finalement, je pense que c'est que de l'amour. Enfin, non, c'est beaucoup de choses, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ne sont pas concernés, il n'y a que de l'amour à donner. Enfin, ou alors, non, j'ai pas compris quelque chose, non ? Ceux qui ne peuvent pas intervenir, qui ne sont pas concernés directement et qui ne peuvent pas intervenir, c'est très difficile. Quand on est dedans, qu'on voit qu'on peut aider même un tout petit peu, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a quand même cette marge de manœuvre. Donc je ne vais pas juger non plus les gens qui sont mal à l'aise avec ça. Le livre de Nathalie, moi j'ai pas pu le lire hein, parce que c'est une histoire et qu'on ne peut pas intervenir dans l'histoire. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas juger non plus les personnes pour qui c'est trop difficile parce qu'ils sont spectateurs impuissants. La puissance, c'est on va dire le dénominateur de base qui est le plus, on va dire, paralysant. Mais ça ferme le cœur, l'impuissance ? Non, l'impuissance ne doit pas fermer le cœur. L'impuissance est difficile à gérer. Que ce soit pour les médecins aussi. Hein. Mike, qu'est-ce qui doit un peu changer, évoluer à l'époque des réseaux sociaux, du multimédia, des télévisions, des radios, on est hyper connectés, on est hyper, on sait tout de tout le monde et tout, voilà. Et puis finalement sur certains sujets, on a l'impression qu'on est encore 50 ans en arrière. Moi, je suis assez effaré d'entendre effectivement des gens dire ce soir, j'ose pas parler de ma maladie, j'ose pas parler de mon métier, pour prendre le cas d'Audrey, parce que ça plombe l'ambiance, parce que ça met mal à l'aise les gens ou autre, quoi. Et je pense que on devrait pouvoir en parler de manière tout à fait normale et on devrait pouvoir dire je fais ce métier-là comme je fais n'importe quel autre. Oui, je suis malade, j'ai un cancer, mais comme je pourrais dire je vais très bien et tout se passe bien, ou j'ai simplement un rhume, quoi. Donc voilà. Donc je me dis qu'il y a effectivement beaucoup de travail encore dans ce sens-là. De nouveau, on en revient à un des buts de l'association de Zoe for Life, c'est de sensibiliser les gens
Et je pense qu'on se rend compte à quel point il y a encore du boulot pour faire en sorte que être atteint d'un cancer, oui, c'est une maladie. Des fois, on a tendance à dire, ouais, mais c'est pas une maladie. Oui, c'en est une en l'occurrence, quoi. Et puis, mais en même temps, voilà, quoi. C'est pas, on n'a pas choisi de l'être déjà d'une part. Et puis, on va faire en sorte de ne plus l'être à quelque part. Donc, je pense que voilà, il y a pas mal de boulot à faire encore à ce niveau-là. Et je me dis, voilà, si on arrive à faire progresser aussi la maladie dans l'esprit des gens dans ce sens-là, pour faire que annoncer, dire qu'on est atteint d'un cancer ne soit plus considéré comme un tabou, et que Audrey ne doive plus cacher son métier dans une soirée festive, voilà, on aura peut-être déjà avancé un petit peu, et puis on considérera qu'une assistante sociale en oncologie pédiatrique, c'est pas glauque, c'est pas plus glauque qu'un autre métier, et que visiblement elle le vit très bien, quoi. Je veux dire, j'ai pas l'impression que Audrey soit, à part ça, malheureuse. Donc voilà, c'est pas. Et puis être enfant ou adulte, peu importe finalement, mais enfant ou adulte atteint d'un cancer, on peut le vivre malgré tout très bien. On en a des exemples, je dirais, assez éloquents ici ce soir. Être parent ou grand frère, enfin proche d'un enfant atteint d'un cancer, c'est pas non plus la fin du monde, dans le sens où on doit avancer, on doit aller de l'avant. Et on doit pouvoir en parler de manière tout à fait librement et sans arrière-pensée, sans se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Est-ce qu'ils vont avoir de la pitié, comme tu disais avant? Est-ce qu'ils vont nouveau venir vers moi en me disant ah, je suis désolé pour toi et on va te le répéter 115 fois ?» On ne doit pas avoir de la pitié ni de la compassion, on doit juste avoir de la compréhension. Effectivement, Audrey le soulignait aussi, juste de la compréhension. Et puis discuter finalement avec ces gens-là. Je veux dire, je vais discuter avec Samuel de la même manière que je discuterais avec un ado de son âge qui est en bonne santé. Donc on doit pouvoir discuter avec lui de la même manière et pas s'arrêter à cette barrière de dire « Ah tiens, il a un cancer. Ah tiens, c'est le grand frère d'un enfant qui a un cancer. Ah tiens, c'est le parent d'un enfant qui a le cancer. » ou des choses comme ça. Donc à entendre tous ces témoignages encore, ça me rappelle à chaque fois que je me dis, voilà, il y a encore du boulot, il y a encore du job à ce niveau-là. Et peut-être que le jour où on arrivera à faire en sorte que ce soit pas banalisé, parce que je pense qu'il ne faut pas banaliser la chose, loin de là, mais à faire en sorte que la vie, elle continue, et puis nous sommes tous finalement des êtres comme les autres, avec ou sans maladie, avec ou sans petit frère malade ou des choses comme ça. Nathalie, quand on arrive au rez-de-chaussée, au CHUV, et puis qu'on presse dans l'ascenseur le bouton du 11e étage, il doit y avoir un autre regard qui doit changer un peu. Et on ne doit pas se dire, s'ils vont au 5e, c'est pas grave, s'ils vont au 7e non plus, mais s'ils vont au 11e, oulala. C'était une image comme ça. Oui, c'est une image. C'est vrai que le 11e, il n'y a pas que l'oncologie en fait. Donc c'est vrai qu'au CHUV, c'est la pédiatrie. Donc moi je pense que ce qui doit changer, pour moi, c'est prendre le problème à la base. Si on arrivait à, comme je dis toujours, si on arrive à sensibiliser suffisamment le milieu politique, qu'on arrive à sensibiliser plus de personnes, on arrivera certainement à obtenir un jour un congé parental. Ça aura comme effet que les familles auront moins de problèmes quand elles se retrouvent propulsées dans ce milieu du cancer. Si on arrivait à obtenir un congé parental, je pense à ça. Si on arrivait à pousser les entreprises pharmaceutiques à faire plus de recherches, à trouver plus de médicaments, des nouveaux médicaments, et aussi pour guérir mieux les enfants, donc avec moins d'effets secondaires, c'est quand même très toxique, tous ces traitements. Je pense que tout ça, c'est le problème de base. Moi, j'aurais envie de prendre le problème à la base et puis de simplement pouvoir trouver les médicaments qui puissent guérir mieux ces enfants et les guérir tous. On n'aurait pas tous ces problèmes par la suite. Mais ça, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Mais je pense que petit à petit, je prends toujours l'exemple du cancer du sein. Il y a 40, 50 ans en arrière, c'était un peu tabou d'en parler, voire carrément tabou, on n'osait pas en parler.
petit à petit, les choses ont évolué, les femmes se sont mobilisées, elles ont commencé à parler, elles ont pris la parole, elles sont sorties de l'ombre. Et puis aujourd'hui, on en est où ? On en est que tout le monde sait que le petit ruban rose, c'est le cancer, c'est un signe de solidarité et de la prévention pour le cancer du sein. Tout le monde en parle et c'est vrai quand on voit tout ce qui a été mis en place pour la prévention et pour l'accompagnement des femmes malades, c'est un bel exemple parce qu'il y a bien d'autres maladies qui sont, dont le cancer de l'enfant, qui mériteraient justement d'aboutir à ça. Et je pense que ça, c'est notre objectif. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, mais petit à petit, on y arrivera. www.zoe4life.org, le site internet, et puis il y a le blog aussi, Nathalie et la Ligue vaudoise contre le cancer. Il y a un site internet? Oui, on est assez moderne quand même. Il y a un site internet. C'était pour que tu le dises. Qui doit être www.lvc.ch. Alors, si tu le sais pas, ils ont une page Facebook aussi, quand très même. Bien. Hein. Bah oui, ils ont une page Facebook, et puis c'est vrai qu'ils ont des. C'est vrai qu'on était. Nous, on est vraiment ravis de pouvoir collaborer avec la Ligue pour ces différents projets qu'on a, parce que c'est précieux d'avoir. Je voulais juste terminer avec l'histoire de... Quand on est transféré dans un autre hôpital, c'est difficile parce qu'on a l'habitude d'être entouré par le personnel médical où on a l'habitude, qui nous connaissent, qui connaissent notre enfant. Et puis, quand on a l'habitude d'être encadré par des assistantes sociales... exceptionnelles. Moi, je trouve que c'est quand même des perles qu'on a vraiment à Lausanne. Ou à Jugé, il y a eu des changements, mais en tout cas, à Lausanne, nous, on a été vraiment super bien encadrés. Donc, c'est dur comme quand on change d'hôpital, parce qu'on perd un peu ses repères. C'est très bien, en tout cas, c'est magnifique. Viens, Robin, on va conclure. Viens à côté de moi. Viens. Regarde là. Oui, tu vois là? Oui. Tu vas être filmé là, dis donc. C'est bien, hein? Oui. On va remercier Nathalie, qui est, comme d'habitude, extraordinaire. Et puis, extraordinaire dans le sens où trouver des mots, mettre des mots, les écrire et les dire, et ça c'est juste magnifique. On va remercier Mike, parce que Mike, évidemment, c'est la facilité de la parole, c'est une élocution meilleure que la mienne, et c'est surtout un bel ambassadeur pour Zoe for Life. On va remercier Samuel, Naël et puis Florian. Je vais vous remercier les trois. Je vais me tourner vers vous parce que je suis pas sûr que l'exercice soit extrêmement facile. Je suis pas sûr que on vient s'asseoir, on est filmé, on va parler dans un micro et tout. Et ça, je voulais vous dire que c'était extraordinaire et que moi je vous remercie infiniment parce que vous dévoilez, venir parler. On sait pas trop de quoi. Il n'y a pas de questions qui sont envoyées à l'avance. On sait pas de quoi on va parler. Mais enfin, on va parler de la vie et puis la vie qui doit exister. Malgré tout, ou même si, et tout, et ça c'était extraordinaire, donc merci d'être venu ce soir à vous, puis merci Audrey de représenter si magistralement et magnifiquement avec compétence et avec beaucoup de sympathie, l'origine franc-montagnarde est pour quelque chose, j'y tiens parce que je viens aussi un peu de là-bas, un peu plus bas, donc merci Audrey, et puis bonne continuation, puis on fait appel aux dons évidemment, faut donner de l'argent? Oui. Donc, par SMS, Zoé espace 939 Non, Zoé espace le bon. Attends, ça y est, tu vois, on va y arriver. Tu verras. Faut dire juste, reprends mon micro. Zoé, Z-O-E, tout en majuscule, voilà. Un espace. Ensuite le montant. Ah voilà. Jusqu'à 100 francs, c'est juste, Nathalie? Oui. Voilà, jusqu'à 100 francs, donc mettez 100 francs. Et puis après, il faut envoyer ça par SMS, pas par WhatsApp, par SMS. Au 339. Voilà, 339. Voilà. Je suis comme toi, j'arrive pas à retenir, je suis dyslexique, mais moi j'ai l'avantage de l'âge, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Qu'est-ce qu'on va souhaiter pour l'année prochaine de beau à toi, pour la suite? Robin? Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimerais, toi, un peu? C'est que c'est bientôt Noël. À Noël, il y a des cadeaux? Oui. Il y a un Père Noël? Non. T'as pas de Père Noël? Non, parce que c'est un faux. C'est un faux? Ouais. Oh, dis donc. Un imposteur. Un imposteur? Oui. Raconte-moi ça, alors, dis donc. Parce que tu sais, les Pères Noël que tu vois à la paternelle ou dans les magasins, c'est des imposteurs. Si tu prends la part et tu l'arraches, il fait « Oh, mon Dieu, ma barbe !» Mais alors, le vrai, il est où? Ben, je sais pas. Parce qu'il y en a quand même un qui vient, puis qui vient t'apporter des cadeaux. Donc celui-là, il existe vraiment, c'est pas un imposteur, celui-là. Ouais, c'est un gars qui se déguise et qui va avec ses reines, qui sont des reines qui volent pas. C'est attaché à une corde. Il y a
C'est accroché au nuage. Accroché au nuage. Très bien. Bon, t'aimerais quoi comme cadeau à part des pistolets? T'as demandé, t'as fait une liste pour Noël? Tu sais qu'il y a un, on fait une liste et puis on l'envoie la lettre au Père Noël. Des Lego. Des Lego et puis? J'ai commandé aussi des jeux de jeux vidéo. T'aimes bien jouer aux jeux vidéo? Oui. J'aime bien jouer aux jeux vidéo parce que c'est un peu ma spécialité. Et Tu joues à quel jeu? je joue à la Switch, je joue à des jeux sur Wii U, ou à Gamepad, comme Kirby, Yoshi, Mario Odyssey, Zelda. J'ai vraiment largué, moi. C'est un effet de bord des traitements. Faut les occuper dans les hôpitaux. Ça devient des pros. Moi, je te souhaite des milliers d'années de vie, d'accord? Et puis, plein de bisous à tout le monde. Et puis, faut que tu ailles embrasser tes frères et tes parents et puis tout le monde. Parce que vraiment, tu es un petit garçon formidable. Et puis, je te laisse le micro. Tu nous termines l'émission tout seul comme un grand, d'accord? Tu regardes là, puis tu termines l'émission, d'accord? D'accord? Puis et puis, quand tu finis, tu envoies plein de bisous à tout le monde, d'accord? Ok, alors, je vous trouvais le public, vous étiez super, surtout le caméra qui a bien fait son travail, le son aussi, et vous six, vous avez été formidables et... C'est l'école des fans.